Joseph Legumbaturi. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir sur VHT et RCFM pour suivre ce nouveau numéro de Contraste élaboré en partenariat avec Corse Matin. Nous sommes donc arrivés à une semaine du premier tour de cette territoriale et pour ne pas être en décalage avec cette actualité, tout en nous interdisant de rompre les équilibres des temps de parole, nous recevons aujourd'hui un invité qui s'intéresse depuis toujours à la politique, il en a fait son métier. C'est un universitaire, chercheur en sciences politiques, il est corse, originaire de Vezzane et de Livio, c'est Jean-Louis Briquet. Jean-Louis Briquet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Je le disais, vous êtes enseignant à Paris 1, à la Sorbonne, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous avez consacré un ouvrage à la Corse, La tradition en mouvement, clientélisme et politique. Alors, c'était il y a 20 ans, en 1997, mais peut-être est-il encore aujourd'hui d'actualité. Nous ferons donc avec vous une plongée dans l'histoire politique de l'île, les méandres du clan et des partis, et nous le ferons avec Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Winchiger de RCFM. Bonsoir Patrick. Alors, pour entamer ce débat, une question qui nous ramène à l'actualité politique. La thèse de votre livre à l'époque, en 1997, c'était l'adaptabilité du système traditionnel à toutes les évolutions et malgré tous les bouleversements, qu'ils soient mondiaux, qu'ils soient nationaux ou locaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez la même chose ? Je pense que non, parce que je pense que, moi je dirais que ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est un système dont on peut penser à l'heure actuelle. Alors après, effectivement, l'histoire nous le dira, mais enfin, dont on peut penser à l'heure actuelle qu'il est au moins fortement en crise et très probablement en déstructuration forte. Hein. Parce que moi, ce que je décris dans mon livre, c'est un système qui, historiquement, né, disons, à la fin du 19e, avec la Troisième République, un système qui peut avoir au moins 3 caractéristiques principales, dont une est ce qu'on pourrait appeler le patronage notabiliaire. C'est vrai qu'à partir de la fin du 19e, naît en Corse une sorte de domination notabilière, enfin beaucoup des notables, des familles de notables qui vont jouer un rôle très très important dans la vie politique. Et ça c'est la première caractéristique. C'est propre à la Corse à ce moment-là, la Méditerranée, ou on retrouve ça partout ? Alors moi personnellement, une des thèses qu'il y a dans mon livre, c'est que de ce point de vue-là, la Corse est pas spécifique par rapport à d'autres régions françaises. Alors il y a évidemment des particularités, mais je pense par exemple à un travail d'un collègue qui a travaillé sur le début du 19e sur Daladier dans le Vaucluse, et il décrit Daladier, qui est donc ce grand notable, et qui a des caractéristiques proches, je ne dis pas identiques, mais proches des notables corses. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui est très ancré sur son territoire et qui contrôle une espèce de pyramide d'élus locaux, un petit peu comme faisaient les notables corses dans la période fin 19e, début 20e, mais encore d'ailleurs postérieurement. Quelqu'un qui joue un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir central et le pouvoir local, qui distribue des ressources, qui parle par le biais de ses maires. Enfin, des formes, si vous voulez, d'organisation politique qui ne sont pas très très différentes de ce qu'on retrouve en Corse. Alors en Corse, ils sont propres au sud, particulièrement, parce qu'on retrouve aussi ça dans le sud-ouest. Alors, sous des formes différentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans des régions du Sud, mais prenons par exemple, alors c'est un petit peu différent, mais prenons les travaux sur le socialisme municipal dans une ville comme Lille. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans une même logique, c'est pas une société rurale, il y a pas les mêmes, mais les formes de services politiques que rendent les élus, les mécanismes etc. sont les mêmes. Je dis pas que c'est exactement les mêmes, mais je dis qu'en tout cas, il n'y a pas d'un côté un sud de la France et une Corse qui serait de la clientèle et des notables, et puis de l'autre côté, une France continentale et surtout du Nord qui serait moderne. Hein. Vous avez commencé à expliquer. Sur quoi ce système était-il basé ? Alors, ce système, il est basé effectivement sur le fait qu'il y a des machines politiques, pourrait-on dire, ou des familles notabilières, mais qui sont aussi des grands notables qui ont leur relation avec Paris, et puis qui s'appuient sur des réseaux qui peuvent être d'ailleurs des réseaux familiaux. Quand on regarde le clan Gavin, et c'est souvent des liens familiaux. Quand on regarde plutôt les républicains, les Jacob, dont la famille, la famille s'impose politiquement à la fin du 19e siècle. Hein. C'est plutôt un parti politique, un parti républicain. Mais c'est vrai qu'on voit comme ça des groupes politiques qui contrôlent un ensemble de ressources, des ressources locales, et qui les distribuent. C'est vrai que le clientélisme ou le patronage joue un rôle important dans le contrôle de l'électorat. Hein. Donc ça, c'est effectivement une des formes de ce pouvoir. La deuxième forme de ce pouvoir, c'est ce que j'en ai
petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce rôle d'intermédiaire que vont jouer les hommes politiques. Et effectivement, vous l'avez dit en introduction, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est l'adaptabilité de ce système notabiliaire. J'aime pas tellement le terme clan, parce que le terme clan est souvent est un peu dépréciatif. Alors je dis pas que c'est un bon système, mais en tout cas, on peut le décrire sans le juger. Donc ce système, disons, de patronage notabiliaire, parce que certaines personnes l'analysaient comme quelque chose qui relevait de la tradition. C'est-à-dire qu'il y a une tradition, une culture corse. Vous faites pas le lien, vous, avec la culture ? En tout cas, si vous voulez, donc peut-être effectivement que c'est des systèmes qui naissent dans des sociétés rurales où les liens personnels entre... Des micro-sociétés voilà, aussi. des micro-sociétés. C'est vrai que le village, par exemple... C'est la proximité qui joue beaucoup. Bien sûr. Je crois qu'une des caractéristiques de ce système, c'est les relations personnelles que les électeurs ont avec les élus. Alors les maires, mais aussi... des élus plus importants, députés ou autres. Il y a une transmission aussi qui s'opère de génération en génération. Il y a des héritiers de ce système-là qui perdurent et qui, pas loin d'aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des familles qui ont vécu, vous parliez de la fin du 19e, mais qui ont traversé le 20e siècle Bien aussi, sûr. selon cette méthode-là, en se transmettant de père en fils ou de grand-père en petit-fils, ces pratiques-là. C'est vrai qu'une des caractéristiques de ce système de domination, de notabilière, ou de patronage notabiliaire, c'est l'existence de dynasties politiques. Alors bon, on les connaît tous, les Jacob, les Rocasser, les Zuccarelli, etc. À une autre période, d'autres familles, les Gavignes par exemple aussi, il y a une transmission familiale importante. Alors justement, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette transmission familiale, c'est pas un héritage familial uniquement, et c'est cette hypothèse de l'adaptation, c'est-à-dire que ce système-là se nourrit de la modernisation politique. C'est pas uniquement un produit d'une tradition, d'une société rurale qui n'arriverait pas à se moderniser. C'est aussi quelque chose qui se nourrit de la modernisation politique. Alors quelles sont les raisons ? Ça, c'est important. Alors, je vais vous donner parce par exemple que... quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, la modernisation politique, à la fin du 19e, au début du 20e, ça va être, par exemple, le développement. Alors encore, c'est pas énorme, enfin, ça commence à exister, le développement de l'intervention du public dans la société, l'intervention de l'État dans la société locale. Et on voit très bien que les notables savent s'y adapter, puisque au début, le notable gère sa clientèle à partir de ses biens particuliers, c'est bien privé, souvent c'est des gens qui sont assez riches, qui peuvent distribuer de l'emploi, etc. Puis au fur et à mesure, on voit très bien que ce système va s'adapter aux transformations de la société, dans le sens où les notables vont de plus en plus distribuer des biens publics liés au contrôle des mairies, du conseil général, etc. Autre adaptation de ce système, les migrations, les migrations. C'est-à-dire le fait que, on sait très bien que la société corse, à partir, disons, dans les premières décennies du 19e siècle, et même un petit peu avant, la migration, l'exode est quelque chose de très important. C'est un instrument de promotion sociale très important pour les familles insulaires, etc. Et c'est vrai que ça va devenir une des ressources de clientèle ou de clientélisme de beaucoup de notables. Pas pour rien que beaucoup de ces notables corses étaient ministres de la Marine ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils distribuent aussi des emplois dans l'administration continentale, coloniale, etc. Donc cette capacité d'adaptation qu'on retrouve, peut-être pour aller plus vers la période contemporaine, qu'on retrouve aussi plus tardivement, ou avec la modernisation des années 50, 70 en Corse, on voit très bien beaucoup d'élus traditionnels, pourrait-on dire, d'élus s'adapter à cette modernisation, la prendre en charge. Je pense dans des régions comme Ghisonaccia ou autres. Donc, mais l'apparition des partis politiques, la Troisième République, ça n'a pas modifié fondamentalement les choses. C'est-à-dire que l'aspect idéologique, finalement, n'a aucune prise ici. Alors c'est compliqué l'aspect idéologique parce que effectivement on peut penser à une politique beaucoup basée sur les relations personnelles, les relations familiales, les fidélités, les services rendus, etc. Mais c'est pas pour ça que c'est pas aussi. Ça peut aussi avoir une dimension idéologique. Pensez par exemple à les identifications, les identités de partis, à un moment donné, être cacéristes, jacobistes dans les villages, ça avait du sens. Je veux dire, les gens, ils se sentaient c'est structuré, droite, gauche. Donc c'est une forme quand même d'idéologie. Une forme en tout cas vous devez se sentir à gauche, à droite, effectivement. Ce système que vous décrivez, doit-il être forcément perçu comme quelque chose de négatif, antidémocratique, comme un affront à la démocratie ?
Alors, moi, personnellement, ma thèse, elle est un petit peu à l'inverse. Alors, je suis un petit peu pour tirer le bâton dans l'autre bout, mais c'est-à-dire que, bon, bien évidemment, du point de vue de ce que peut être un idéal démocratique... À partir du moment où on achète un vote, c'est pas très démocratique. Alors, est-ce que c'est vraiment acheter des votes? Dans certains cas, c'est peut-être pas aussi... Il n'y a pas de relation de vassalité, selon vous? Bien sûr, il y a des relations de vassalité. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que peut être un idéal démocratique ou par rapport à, on va dire, à d'autres formes de politisation démocratique dans d'autres contextes, où effectivement c'est passé par l'organisation d'intérêts collectifs autour, je sais pas, d'un groupe ouvrier ou autour de catégories sociales qui se sont définies comme telles, de partis politiques qui défendaient effectivement des idéologies, des programmes collectifs. C'est vrai que par rapport à cette vision de la démocratie, on est dans une logique qui n'est pas une logique... Et par rapport à l'autre vision? Alors, par rapport à l'autre vision, d'un autre côté, c'est aussi un moyen particulier à travers lequel des populations rurales vont s'intéresser à la politique, vont créer des liens à la politique, vont apprendre à voter, vont, d'une certaine manière, entrer dans la modernité politique. Alors effectivement, c'est peut-être pas le mode d'entrée qui nous satisfait tous le plus, mais c'est un mode d'entrée comme parmi d'autres. Toujours sur le système que vous décrivez, ça suppose également qu'au niveau du pouvoir central, on laisse faire ces pratiques-là. Alors, oui. Beaucoup de choses qui ont été faites alors, aujourd'hui, seraient happées par la loi, par les textes, par les organismes de contrôle qui sont nés après sur le fonctionnement de la vie publique. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que sur le rapport à l'État, ce système-là, il est basé sur deux choses. D'abord, il est basé sur un rapport centre-périphérie qui fait que l'essentiel des ressources, elles sont contrôlées par le centre et que les notables jouent un petit peu ce rôle de go-between, d'intermédiaire entre l'État central et le local. Et autre chose, vous avez raison aussi de dire que toute une série de pratiques, de fraudes, sont, sont relativement tolérées, on va dire, par les pouvoirs publics, pour ne pas dire dans certains cas peut-être... Curieusement, vous l'écrivez dans votre livre, là c'est assez étonnant, les critiques là, sur ce système portaient sur les élections, qui n'étaient que des échanges de faveurs, qu'il n'y avait pas de débat d'idées, que le suffrage universel était une mascarade. Et curieusement, alors vous le notez, vous écrivez que les préfets partageaient cette analyse en parlant d'arriération politique de la région. Oui, alors c'est vrai que quand on regarde les archives, il peut y avoir une sorte de double perception des choses, c'est-à-dire que de la part, par exemple, des hauts fonctionnaires, des préfets ou autres, à la fois cette idée que la Corse, on ne fait pas de la vraie politique comme ailleurs. C'est vrai que dans les documents que les préfets envoient à Paris, il y a ça, c'est pas la politique comme les autres. Et puis il y a aussi le fait que certains préfets, ils sont aussi dans les jeux de pouvoir locaux et peuvent très bien utiliser à des fins de reproduction d'un système qui leur est favorable, en tout cas qui leur est allié, cette politique traditionnelle. Peut-être pour revenir aussi à ce que vous dites, ce qui est important, c'est que ce système clientéliste, claniste, puisqu'il a été défini comme tel, a toujours été contesté, critiqué. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des critiques aussi de ce système. Alors, on va pas refaire l'histoire depuis, mais d'abord, même certains, on parlait de Landry tout à l'heure, et Landry, au début, qui a été un des grands notables de la Corse de la fin de la République, Landry, quand il se présente pour la première fois aux élections, il est radical socialiste, il a un discours très critique sur le clan. Après, il va être considéré comme un des grands chefs de clan de la gauche. Avec le pouvoir, c'est-à-dire quand on est dans l'opposition, on est contre, et puis quand on accède au pouvoir, on s'en accommode. Forme d'assimilation. Disons que le discours anti-clientélisme ou anti-clanique est un discours d'opposition. Et un discours d'opposition assez classique qu'on va retrouver ensuite dans l'entre-deux-guerres, qu'on va retrouver... Et le terreau de ce particularisme corse, de ce système, c'est quoi? C'est la misère, l'ignorance? Je pense pas. Je pense que... ce qui est important peut-être encore, c'est qu'effectivement, en tout cas dans cette période-là, énormément de ressources sociales sont contrôlées par le public, par les élus locaux, par l'État, ou par les élus de l'État et par l'entremise des élus locaux. Donc effectivement, l'accès par exemple aux canaux de promotion sociale par l'immigration, l'accès auparavant à la terre et puis ensuite l'accès à l'emploi, etc. Enfin, je ne dis pas qu'il est exclusivement de type public ou étatique, mais c'est vrai que par rapport à d'autres régions où il y a une économie développée, etc., il y a plusieurs canaux, si vous voulez, de promotion sociale. En Corse, les canaux de distribution des ressources sont essentiellement publics, essentiellement contrôlés par le système politique local. Ce qui certainement donne plus de force qu'ailleurs
à ce système clientéliste ou ce patronat notabiliaire dont j'ai parlé. Il y a eu la contestation à 2 reprises dans l'histoire, entre les 2 guerres, les mouvristes, parti autonomiste, et ensuite à la Libération, le Parti communiste. Oui. C'était 2 contestations qui finalement ont échoué à ce moment-là. Oui, Pourquoi? vous avez raison. Alors, dans cette idée d'adaptation du clanisme ou du système notabiliaire traditionnel à la modernisation, moi, ce que j'ai essayé de développer, c'est cette idée que ce système se nourrit aussi de la modernisation. Même plus tard, dans les années 70, 80, on voit que, par exemple, même les premières lois de décentralisation, on voit le système notabiliaire s'y adapter parfaitement. Et au contraire, même augmenter son pouvoir en augmentant les ressources qu'il contrôle, qui lui sont offertes par les lois de décentralisation. L'autre capacité d'adaptation, qui me semble importante, et qui pourrait peut-être nous fera amener sur le plus contemporain, c'est la capacité de réaction à la critique. C'est-à-dire que c'est vrai que ce clanisme, ces notables, ont longtemps été critiqués, souvent été critiqués dans l'entre-deux-guerres. Le mouvement corsiste est très très critique. À la Libération, le Parti communiste fait de la lutte contre les clans quelque chose de très important. Et puis bien évidemment, à partir des années 70, voilà, les nationalistes, c'est une de leurs thématiques, la lutte contre la fraude, la lutte contre le clientélisme, etc. Et ça l'est encore actuellement. C'est un argumentaire très très fort du mouvement nationaliste. Or, le système politique traditionnel a toujours eu cette capacité à résister à la critique, à rejeter aussi en dehors du jeu politique officiel ce que, à certaines périodes de l'histoire, on pouvait appeler les forces vives ou autres. Alors là aussi, c'est peut-être une différence de la Corse avec d'autres régions françaises, c'est que quand il y a eu des mouvements de modernisation, de contestation du système politique traditionnel, dans d'autres régions françaises, certains partis politiques, je pense par exemple au Parti socialiste, les a canalisés, organisés, et ils sont transformés en force politique qui a été intégrée au système politique traditionnel, à la gestion de certaines mairies, de régions, etc. En Corse, les élus traditionnels ont constamment agi pour laisser aux marges du système politique officiel, des institutions politiques officielles, justement ces forces vives, etc., qui ont trouvé, je pense, pour cette raison aussi, dans le nationalisme, des valeurs, une manière aussi, enfin un mouvement dans lequel se constituer. Avant le nationalisme, dans les années 60-70, il y a eu le Parti communiste, la Libération, qui était une force, qui était issue de la résistance, et qui pourtant a été rapidement mise à l'écart dès la Libération. Oui. Par une alliance en gros, de fin de la gauche et de la droite insulaire, comme d'ailleurs on peut le voir aussi à Marseille avec le deférisme, où c'est un petit peu les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'il y a une exclusion du Parti communiste par une alliance de la gauche radicale et d'une partie de la droite mongoliste. Donc ça, là aussi, c'est une forme là de stratégie certainement explicite d'exclusion de la critique ou de la contestation en dehors des marges du système politique officiel. Comment il s'est adapté, ce système politique, à partir du moment où le mouvement autonomiste a commencé à prendre de l'ampleur ? Alors justement, peut-être qu'une des choses qui peut nous amener sur le contemporain, c'est que ce que je décris, donc ce patronage notabiliaire, c'est-à-dire à la fois le pouvoir des notables, ainsi des relations politiques avec les électeurs basées sur les relations personnelles, le service, l'exclusion de la contestation ou des forces, disons, qui se voient, enfin qui se pensent et qui sont certainement aussi des facteurs de modernisation. Cette configuration-là, à mon avis, est en train de disparaître et de s'écrouler. Donc pendant un temps, le système politique traditionnel réussit à faire face, pourrait-on dire, à la contestation nationaliste. D'ailleurs, même dans certains cas, en reprenant un ensemble de revendications de type, on va dire, corsiste, pour le dire. Et en s'en servant par rapport à l'État, voilà, aussi. En l'utilisant aussi effectivement comme stratégie de négociation vis-à-vis de l'État. Revendiquer la particularité de la Corse, c'est aussi une manière d'essayer de capter des ressources de la part du pouvoir central. Mais manifestement, cette capacité de réaction, en tout cas de maintien du pouvoir face à la contestation, à l'heure actuelle, elle s'écroule. Si on regarde, et à l'heure actuelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que ceux qui ont perdu le pouvoir aujourd'hui utilisent les mêmes arguments contre ceux qui le détiennent aujourd'hui. C'est-à-dire que on dit aujourd'hui au nationalisme, vous n'agissez finalement pas tellement autrement qu'on le faisait par le passé, droite et gauche traditionnelle en Corse en particulier.
Alors ça, l'accusation qu'on fait à certains nationalistes de reproduire les logiques du clan ou du clientélisme, c'est un truc qui est assez ancien, assez classique. Bon, moi, il me semble quand même que les logiques de pouvoir, les logiques d'entrée en politique ne sont pas les mêmes. Je regardais, par exemple, chez certains maintenant élus nationalistes, beaucoup ont une carrière militante assez importante derrière eux. Donc je ne pense pas qu'on puisse penser qu'il y a une reproduction identique. Après, on verra l'exercice du pouvoir sur la longue durée nous le montrera. Mais ce qui me semble quand même intéressant de voir, c'est à l'heure actuelle, l'incapacité des mécanismes de reproduction de ce système traditionnel, enfin leur écroulement quand même. Quand on regarde, on a parlé des 3 grandes familles, disons notabilières anciennes, Zuccarelli, Di Jacob et Rocasser. À des moments différents, voilà trois lignées politiques importantes. Oui, mais l'accélération, elle est brutale, parce que c'est 2010, 2017. Oui. Les dernières incarnations du clan, elles perdent les législatives en 2017. C'est pas si vieux que ça. C'est vrai, à quelques mois. C'est 2 ans, oui. Pour prolonger la question, cet effondrement, on le doit à la contestation, nationaliste notamment, ou à une évolution de la société, à une modernisation de la société? Qu'est-ce qui a pesé le plus? Alors moi, je pense qu'il y a énormément de facteurs. Alors là, je lance comme hypothèse dans une discussion, puisqu'il faudrait... je pense d'abord peut-être que ce lien politique basé sur le service, et qui était quand même très très lié à une organisation de la société. En quelque sorte. En tout cas, il a perdu de son efficacité. Les archaïsmes ont vocation à disparaître. Voilà. Non, naturellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un archaïsme? Je ne sais pas. En tout cas, la société corse s'est transformée, elle s'est urbanisée, les villages maintenant ont perdu pour beaucoup de leur réalité économique, etc. Donc, disons, les lieux de pulsation sociale de la société sont plus les mêmes. Voilà. Est-ce que les évolutions institutionnelles en la matière ont contribué à cette accélération? Alors, oui, je pense c'est une série de facteurs. Il y a le facteur politique dont on vient un petit peu de parler. L'évolution institutionnelle, à mon avis, joue un rôle très important, dans le sens où, à partir de 82, enfin, en tout cas des années 80, puisque le temps que ça se mette en place, il y a quand même une transformation radicale. C'est que de plus en plus, la distribution des ressources, la gestion des ressources de développement, d'aménagement, etc., se relocalise. Quoi qu'on en dise des réformes, il y a quand même une capacité de plus en plus grande des acteurs politiques locaux à contrôler, à gérer, disons, le développement économique local. C'était plutôt une aide à la perpétuation de leurs pratiques. Alors, c'est vrai, mais moi, c'est l'impression que j'ai... Alors, d'abord, c'est que le mouvement nationaliste a une force militante aussi assez importante, c'est-à-dire que le mouvement nationaliste n'est pas uniquement, disons, l'espace politique, mais il s'est aussi beaucoup développé dans les syndicats, dans le milieu culturel, à l'université, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont positionnés, je pense, dans des espaces de pouvoir local, de gestion du pouvoir local, pas nécessairement les institutions politiques les plus visibles. Donc dans les chambres de commerce, dans les syndicats, etc. Et donc cet espace, il y a, disons, on pourrait dire un espace public qui s'est constitué en Corse et qui existait pas ou beaucoup moins dans les années 70-80, et cet espace public a aussi un lieu d'affirmation politique de certaines figures nationalistes, et je pense aussi que ça a été ça qui explique aussi leur capacité ensuite à contrôler des espaces institutionnels, peut-être aussi à contrôler ou à mobiliser des électeurs. Peut-être qu'il y a aussi une transformation liée au fait que le nationalisme a été une offre politique idéologique ou idéologisante par rapport à l'offre politique traditionnelle, beaucoup plus personnelle et moins idéologique. Moi, je m'interroge toujours savoir si c'est l'homme qui devient plus vertueux, ou la femme qui devient plus vertueux, ou si c'est le système qui devient plus vertueux. Et je pense notamment à la capacité, aux instruments du contrôle, de l'utilisation de l'argent public, de la manne publique, des pratiques politiques qui s'est nettement renforcée aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Je pense que quelque chose qui peut jouer aussi, c'est que des choses qui auparavant étaient perçues comme, disons, la normalité de la vie politique, même si c'était sous des formes, on va dire, un petit peu officieuses, ou en tout cas pas totalement officielles, mais qui faisaient partie de la manière un peu
voilà, de la routine politique. On fait de la politique comme ça. On gère des relations avec les élus en distribuant des subventions. On attribue, disons, de certaines ressources à des gens proches, etc. On fait fonctionner comme ça la machine politique. Je pense que pendant très longtemps, ça a été considéré comme quelque chose qui n'était peut-être pas à montrer au grand jour, mais qui était la manière un peu normale de faire de la politique. À l'heure actuelle, vous avez raison de dire que c'est plus jouable, parce qu'il y a des contrôles, notamment des contrôles judiciaires. Enfin, on l'a vu dans les récentes affaires, notamment celles qui impliquent Paul Jacob. Donc il y a des contrôles, et il y a du fait que ces contrôles font qu'il y a de moins en moins de possibilités de reproduire ce type de pratique. Fraude aussi grâce à ces contrôles. La fraude a complètement disparu. Enfin, en tout cas, on n'en parle plus aujourd'hui. Ce n'est plus un problème, alors que jusqu'aux années 80... Fraude électorale, évidemment. Alors que jusqu'aux années 90, en Corse, c'était vraiment un sujet d'actualité permanent. Oui, alors il y a peut-être encore un petit peu de fraude électorale, mais en tout cas il y a des contestations. Je pense aux dernières élections municipales, il me semble qu'avant leur annulation, il y avait eu contestation, etc. Mais comme d'ailleurs il peut y avoir dans d'autres villes qui sont pas corses, il y a effectivement certainement un degré de tolérance moindre alors à la fois des institutions et de la société aussi. Participait du maintien de ce système. Oui, vous avez raison. Oui, par exemple, notamment le vote des Corses de l'extérieur, des choses comme ça. Et les procurations, on a vu comment ça se passait, notamment au Haute-Corse, à Bastia, etc. Il y a eu souvent des procès. Oui, vous avez raison. Mais je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a certainement un degré de tolérance moindre. Alors aussi bien de la part des institutions, c'est-à-dire effectivement, il y a plus de contrôle de la part des institutions judiciaires, etc. Je pense que c'est aussi devenu quelque chose qui est dans le débat public en général. Je veux dire, la moralisation, c'est une thématique qui prend. Et puis, dans la société, où effectivement, certainement, ce type de rapport devient de moins en moins acceptable. Au-delà des pratiques, il y a aussi le fond politique. Comment se fait-il cette adaptabilité ne s'est pas faite sur le plan, disons, idéologique? C'est-à-dire que cette classe politique a toujours refusé, pour la plupart, toute évolution institutionnelle. Par exemple, dans les débats, ils ont toujours été en contre. Ils n'ont jamais proposé autre chose que le statu quo. Alors, c'est étonnant parce que dans les années 60, et vous le dites dans votre livre, le Conseil général, il y avait qu'un seul Conseil général à l'époque de la Corse, avait voté une délibération pour que la région soit dotée d'un statut particulier, élu au suffrage universel, avec des compétences élargies. Alors pourquoi ce brusque changement de pied ? L'impression que j'ai, c'est que à partir des années 60-70, il y a quelque chose qui se joue, c'est que, surtout à partir des années 70, c'est-à-dire qu'on voit arriver quand même... je parlais tout à l'heure des forces vives, c'était l'impression qu'on a à l'époque, on voit très bien, on voit arriver des nouveaux acteurs qui veulent s'impliquer dans la vie politique insulaire. Or, c'est vrai que la régionalisation, à l'époque, ce qu'on appelle les mouvements de régionalisation, se font en faveur, pourrait-on dire, de ces forces vives et ont pour but d'intégrer ces forces vives à des processus de modernisation. Or, les élus traditionnels voient ces forces vives comme des concurrents. Et je pense que très très vite, alors qu'au moins au départ, ils peuvent penser que ces transformations institutionnelles seraient un moyen d'accroître leur pouvoir, et c'est vrai que revendiquer la particularité des Corses, on l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup d'élus traditionnels, c'est un moyen aussi de revendiquer des ressources vis-à-vis de l'État. Quand ils se rendent compte qu'à un moment donné, il y a une concurrence qui pourrait se faire au nom de la modernisation, au nom des forces vives, tout ce qui est mouvement vers la régionalisation, ce qu'on appelle à l'époque, est considéré comme dangereux. Mais d'une certaine manière, c'est pas de référence qui se passe ailleurs aussi. Et pourtant, ils auraient pu reprendre à leur compte plusieurs de leurs revendications. C'est ce qu'a essayé de faire d'ailleurs à partir de 2010 Paul Jacob, c'était sans doute trop tard. Dans les années 70, 80, le réacquiste, la langue corse, à l'époque, les revendications, je ne parle pas des revendications sur l'indépendance, mais notamment sur la langue corse, le bilinguisme, je me rappelle, ça donnait lieu à des débats extraordinaires. Ça change beaucoup, parce que je pense que... Et la classe politique aurait pu reprendre, traditionnelle, aurait pu reprendre à son compte cette revendication, notamment sur la langue, parce que pour beaucoup, ce sont des Corses qui pratiquent, etc. Oui, mais je pense que pour cette génération ancienne, c'est pas une revendication politique, c'est une manière d'être, disons, je pense. Et quand on regarde, c'est-à-dire qu'on se rend peut-être plus compte de ça maintenant, mais jusqu'aux années, jusque même au milieu des années 80, quand même, le rejet des nationalistes indépendantistes, comme on dit à l'époque, de la part de François Jacobi, par exemple, ou des élus traditionnels, est très très fort. Et c'est quand même beaucoup plus tardivement
Parce que je pense qu'il les pense comme des concurrents. Et donc il y a un risque quand même de voir... C'est la peur de perdre du pouvoir, essentiellement. Je pense, oui, je pense. Vous dites que la contestation, alors ça c'est étonnant aussi, commence à partir des années 60, mais dans le domaine économique et en particulier dans le secteur agricole. Alors dans une île qui était exsangue économiquement, ça peut paraître étonnant que ce soit l'économie qui impulse ça. Ouais, je pense que c'est surtout, la contestation, elle naît en partie, parce qu'un des lieux importants de naissance de la contestation, c'est la politique agricole, notamment l'aménagement de la plaine orientale, où là où on va avoir pour la première fois peut-être en Corse une intervention de l'État significative avec un projet de développement agricole structuré et qui effectivement devient problématique dans le sens où elle va profiter, au moins en partie, à des intérêts économiques et à des individus qui sont pas des intérêts locaux. Donc il va y avoir une contestation de la part d'acteurs locaux pour participer à ces instruments de développement. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la politique agricole joue un rôle important, qu'elle joue un rôle symbolique aussi. Et on associe les élus à cette mise en place du système, donc. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'à l'époque, il y a une sorte de partage du travail entre l'État interventionniste modernisateur et puis les élus qui gèrent la politique locale, notamment par le biais du Conseil général. Il y a une sorte d'accord qui se fait. L'État et quelques grands élus gèrent ce développement régional et puis les autres gèrent la clientèle électorale locale. Alors nous arrivons à la fin de cette première partie, nous attaquons la seconde avec Ugon Trabont, votre contradicteur. Encore, je ne sais pas si le terme aujourd'hui est approprié parce qu'il partage pas mal de vos analyses, c'est Sampiero Sanguinetti. Sampiero, bonsoir, merci de votre participation. Vous avez vous-même écrit un ouvrage il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, La Corse entre clientélisme et nationalisme. Je vous laisse donc débattre une dizaine de minutes avec notre invité. Oui, alors vous avez dit que contradicteur, non, je ne suis pas vraiment un contradicteur. Moi, j'ai travaillé effectivement sur le clanisme et le nationalisme. Et quand on travaille comme ça, on part de ce qui a déjà été fait. Jean-Louis Briquet est un chercheur. Ses recherches ont servi au suivant. Il y a aussi d'autres, Xavier Chrétier, Lanclude, André Faz et tout ça. Ce sont des choses dont on se nourrit, ce sont des thèses dont on se nourrit, et on y ajoute quelque chose. Alors, Jean-Louis Briquet, lui, a le point de vue du sociologue. Moi, j'ai été journaliste longtemps, j'ai donc le point de vue du journaliste, et du journaliste qui n'a pas eu le temps, tout le temps, avec l'actualité, de venir fouiller dans les dossiers qu'il avait à étudier. Et donc, arrivé à la retraite, je me suis mis à fouiller dans ces dossiers. Et je dirais que moi, je rejoins Briquet, bien sûr, sur le fait que le clientélisme et le clanisme ne sont pas propres à la Corse, ils sont même réels dans le monde entier. Quand on parle de clanisme, les Kennedy, les Bush, les Clinton aux États-Unis, il y a une forme de clanisme. Je veux dire, ça existe partout. Quant au clientélisme, il est une dérive possible partout de la démocratie. Il y a 2 choses qui, à mon avis, font qu'en Corse, il a pris des dimensions plus importantes. D'abord, il y a l'histoire ancienne de la Corse. Jean-Louis dit que le clanisme est né au XIXe siècle. En fait, pour moi, le clanisme s'est modifié au XIXe siècle. Il y avait un clanisme avant 1848 et il y a un clanisme après 1848 qui est différent. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel qui, en arrivant, a obligé les notables à changer d'attitude. Je mets des guillemets autour de suffrage universel, puisque je vous rappelle que la moitié de la société ne pouvait pas voter, donc il n'y a pas de suffrage universel. Et là, à partir de cette date-là, pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentale pour comprendre le clanisme. C'est l'étroitesse du corps électoral et la manière qu'ont les institutions françaises d'amplifier la représentation. 4000 élus, plus de 4000 élus pour 300 000 habitants, c'est probablement la proportion la plus forte d'élus dans le monde, ou l'une des proportions les plus fortes. Et donc ça, effectivement, ça entraîne un clientélisme obligatoire. Et la seconde chose qui, à mon avis, fonde le clientélisme, le clanisme, et la manière de fonctionner, c'est la conviction chez tous ces vieux élus anciens qu'il n'y a pas grand-chose à faire en Corse, que c'est un pays déshérité, une montagne et une île, que c'est trop dur, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sinon
aider les habitants à survivre. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une spécificité. Moi, si vous voulez, quand j'ai écrit mon livre, c'est vrai que j'ai peut-être eu tendance à aller un peu dans l'autre sens parce que à l'époque, je me souviens, je regardais un petit peu ce qu'écrivaient les journalistes, notamment dans les journaux. Et il y avait toujours dans les journaux nationaux, par exemple, toujours cette idée. Vous commencez un article sur la politique en Corse, c'était en Corse, la politique, c'est pas comme sur le continent. En Corse, la politique, c'est des relations personnelles. En Corse, la politique, c'est le clientélisme, c'est le clan, etc. Et j'avoue que et donc c'est en gros l'idée. En Corse, c'est la tradition, c'est l'archaïsme, et puis de l'autre côté, c'est la modernité. Et ça, j'avoue que ça m'irritait, parce que d'abord, moi, je connais bien la Corse, pas autant que les gens qui y vivent constamment, mais je connaissais bien et puis je voyais quand même une société qui bougeait, une société dans laquelle même dans les relations de clientèle, les gens n'étaient pas uniquement ni des gens qui allaient acheter ou vendre leur voix, mais qui avaient des fidélités, des convictions, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il y en avait. Et d'une certaine manière, et puis je voyais aussi une société qui se transformait, qui évoluait, avec des gens qui contestaient, avec une économie, qui était peut-être pas une économie très florissante, mais en tout cas qui avançait. Et j'avais envie dans ce livre de décrire une Corse qui n'était pas une espèce de truc traditionnel et agro-pastoral qui survivait à la modernité. Hein. Et donc, comme on voyait tout le temps beaucoup la Corse dans le clanisme, le clientélisme, j'essayais de montrer que le clientélisme, d'abord, c'était quelque chose qui était peut-être pas spécifique à la Corse, qu'on pouvait retrouver dans plein d'autres systèmes politiques, alors aussi bien à l'étranger que dans le cas de la France, que beaucoup de formes de modernisation politique au 19e, au début du 20e siècle dans d'autres régions étaient passées aussi par du clientélisme, qui pouvait avoir pris d'autres formes. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du socialisme municipal. Il y a aussi du clientélisme là-dedans. C'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes modes d'organisation à Lille qu'à Bastia, mais enfin en tout cas, il peut y avoir d'autres logiques. Donc c'était une première idée, c'est-à-dire, attention, ça existe aussi ailleurs, c'est une forme d'instrument de rentrer en politique qui existe. Et puis l'autre chose, alors vous avez raison, il faut pas non plus, comme j'ai tiré le bâton dans ce sens-là. Effectivement, après, il faudrait arriver à dire, il y a des formes particulières, vous avez raison de le dire, à la Corse, dans ce clientélisme. Et par exemple, l'interconnaissance, vous l'avez noté, ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des sociétés d'interconnaissance où les élus, la plupart du temps, connaissent les électeurs, ou en tout cas les fréquentent. Donc là, effectivement, la logique du service joue fortement, ce qui est différent dans d'autres situations. Donc je ne veux pas nier la spécificité de la Corse, mais à un moment donné, c'était intéressant, il me semble, de la minimiser par rapport à d'autres situations. Non, mais ce que je crois, c'est à partir du moment où, tout d'un coup, dans les années 60-70, ce que vous avez bien défini, des individus, une jeunesse, mais pas seulement des jeunes d'ailleurs, se sont mis à dire mais non, mais on peut avoir une ambition en Corse. On ne peut pas. Il faut arrêter de dire qu'on peut rien y faire. Il faut rêver, il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition, ça ne consiste pas obligatoirement à quitter la Corse et à aller satisfaire des ambitions ailleurs. On peut avoir une ambition pour la Corse. C'est à partir de ce moment-là qu'effectivement le clan, dans son idéologie profonde, a été contesté. Et là, pendant des années, on a vu cette balance entre ceux qui ne croyaient pas beaucoup et ceux... Moi, je l'ai vécu de très près. D'abord, quand je suis revenu en Corse dans les années 70, voilà, j'avais dit à un de mes oncles que je retourne en Corse. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Corse ? Il n'y a rien à faire en Corse à part ouvrir un petit commerce. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Bon, au début, je me suis dit, mais c'est lui qui est répandu. Puis en arrivant ici, je me suis aperçu que non. C'était assez répandu. Et quand je disais à l'époque, il faut ouvrir un journal télévisé en Corse, tout le monde me riait au nez en me disant, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Toutes les régions en avaient. Qu'est-ce que tu veux dire dans un journal télévisé tous les jours en Corse ? Mais il n'y a pas. Il y avait un espèce de pessimisme ou un défaitisme récurrent qui, à mon avis, fondait le fait qu'il n'y avait même pas besoin de réfléchir à faire des programmes de développement économique ou de grands projets électoraux pour présenter aux citoyens. Et donc, on se contentait de ça. Et c'est petit à petit la revendication nationaliste qui, elle, se fondait sur le rêve, sur l'ambition, sur on rêve pour notre Corse et on y croit, qui fait que petit à petit, ça a pris la place du défaitisme récurrent du clanisme et que le résultat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est ça qui est en train de l'emporter. Et ça ne veut pas dire que l'histoire est finie, elle ne fait que commencer. Car les partis qui aujourd'hui, ou les clans qui aujourd'hui se sont écroulés vont se transformer en partis.
et réagir. Et il va y avoir un débat de nouveau, et les gens pensent que droite-gauche c'est fini, je ne pense pas, de nouveau on va retrouver un véritable débat politique. Ouais, ce que vous dites est très juste. Je pense que c'est que ce qui s'est passé aussi encore, c'est qu'à un moment, l'expression de modernisation, elles ont été dites par le mouvement nationaliste. C'est-à-dire que c'est quand même le mouvement nationaliste, enfin ou régionaliste à l'époque, enfin on va dire nationaliste pour reprendre. C'est quand même le nationalisme en Corse, c'est la forme que prend la revendication de modernisation de part importante de la société. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le système politique traditionnel, enfin dans sa grande majorité, n'est pas en mesure, alors pour les raisons X ou Y, mais enfin n'est pas en mesure de prendre avec lui une partie de cette revendication à la modernité, ce qui fait que le clivage se fait beaucoup entre une revendication de modernisation qui prend le langage du nationalisme et un système politique classique qui va de plus en plus se définir comme traditionnel. Je sais pas si... Voilà. Eh bien, ce sera la conclusion de cette deuxième partie d'émission, ce Contrapunto. Merci Sampiero d'y avoir participé. Mes deux collègues vont revenir pour la troisième partie. Ce ne sera pas un débriefing aujourd'hui, mais plutôt une analyse de l'argumentaire. Patrick, si vous voulez commencer. Alors, si certaines pratiques, comme l'achat de vote contre une machine à laver ou un emploi, ont quasiment disparu, enfin je pense, disparu, et là je ne suis pas en accord avec Jean-Louis Briquet, disparu non moins en raison des coups de boutoir de la contestation. Pour moi, ça a surtout disparu du fait de l'évolution de la société, de sa modernisation, d'un électorat plus mûr politiquement. Si ces pratiques, donc, ont disparu aujourd'hui, pour moi, il serait prématuré de dire que ce qu'on appelle le système, un mot valise, que ce système appartient désormais au passé, tout simplement parce qu'il est inhérent à notre micro-société méridionale, où la proximité est bien réelle. Un récent sondage que j'ai lu en début de semaine à l'occasion du 100e congrès des maires de France indiquait qu'un Français sur deux ne connaît pas le nom de son maire, alors que si vous faites ce sondage en Corse, ce serait d'ailleurs absurde de le faire. Tout le monde connaît non seulement le nom du maire, mais connaît le maire en personne. Alors forcément, ça crée des liens de proximité, des liens de proximité parfois intéressés, mais parfois c'est tout simplement des liens de solidarité qui font que nous ne sommes pas, la Corse, une société anonyme, que nous ne sommes pas une société déshumanisée, que nous sommes une communauté. C'est mon côté optimiste, voire un peuple. Roger ? Oui, vous répondez après, oui. D'accord. Ben moi, je peux venir sur le terrain de Patrick Vinciguer. Je ne sais pas si le clanisme, le système traditionnel que vous décrivez a totalement disparu, ni même si le clientélisme, un service, un emploi, un passe-droit contre un vote ou plusieurs lui a survécu. Mais je constate que jusque dans cette élection territoriale, et ça ouvrira peut-être le débat qui va venir, que le combat politique se poursuit pour le contrôle des outils du clientélisme au moins. Je voudrais croire simplement pour des raisons plus vertueuses aujourd'hui, et je pense notamment au bras de fer qui est entamé entre le président de la CAPA, maire d'Ajaccio, et le président de l'exécutif pour le contrôle de l'office de l'habitat et donc de l'attribution des HLM en Corse du Sud qui fait rage et qui fait beaucoup de bruit dans cette campagne aujourd'hui. Mais de manière moins anecdotique, je pense que il reste tout de même quelques fragilités intrinsèques dans l'île. La démographie, la proximité qui est aussi parfois une promiscuité, les difficultés économiques, les problèmes sur le front de l'emploi, avec cette surpondération de l'emploi public, et plus d'un emploi sur 4 est un emploi public dans l'île. Donc, je pense que tout cela, le poids aussi de la charge sociale qui est importante avec les aides qui vont avec, ou les allocations qui vont avec. Je pense les dépendances aussi à tout ce qui est dotation publique. Je pense qu'effectivement, il y a quelques fragilités et dans ces temps de régénération du personnel politique, je me dis qu'il faut quand même aujourd'hui rester vigilant en Corse.
Vous avez raison, je réagis comme ça. Je pense que juste quelque chose sur la notion de clientélisme qui me gêne de plus en plus, même si c'est le titre de mon livre, parce que c'est vrai que ça a toujours quelque chose de dépréciatif. Je pense que, oui, mais alors je pense que le clientélisme, dans certains cas, c'est pas uniquement l'échange de voix contre un service, c'est le fait que le service se traduise en obligation politique, presque morale. C'est un petit peu ce que vous dites. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être cette forme-là de clientélisme qui a disparu, ou en tout cas qui s'est affaibli par rapport et en raison des transformations de la société corse, cette forme du fait que c'est pas tant le service qui crée la fidélité politique que la fidélité politique qui va ensuite créer le service. Ensuite, bon alors c'est vrai aussi que la politique, en Corse comme ailleurs, elle se joue, pour répondre à ce que vous avez dit, elle se joue aussi sur la capacité à contrôler des instances de distribution des ressources, que ce soit le logement, etc. Et donc ça, je veux bien croire qu'il y a des enjeux très très forts sur le contrôle de ces différentes instances, le logement, alors en Corse avec les offices, etc. Effectivement, il y a un rôle très important. Alors peut-être pour ouvrir la question que je me pose, c'est que ce système traditionnel dont on a parlé, le Conseil général a été une institution centrale de ce système-là. C'est-à-dire que beaucoup des machines politiques, ou des organisations politiques, elles étaient structurées sur des élus locaux qui avaient un accès à certaines ressources par le biais du président du Conseil général ou des vice-présidents de conseils généraux. Même si la région pouvait jouer un rôle, la collectivité territoriale maintenant, les pouvoirs régionaux dans la distribution de ces ressources, et de plus en plus elle l'a joué, les conseils généraux jouaient un rôle très très important. La collectivité unique va rompre avec ça. Alors voilà, là je pense que ça c'est un enjeu fondamental. Alors il y a un enjeu fondamental, il y a évidemment plein d'enjeux, mais il y a un enjeu fondamental dans la réorganisation des réseaux d'élus locaux et de redistribution des ressources publiques. Vous en avez parlé pour l'habitat, mais c'est sûrement vrai aussi pour plein d'autres choses, les politiques de développement rural, etc. Donc ça, je pense que ça va se transformer quand même. C'est-à-dire que les logiques quand même, alors on peut dire clientélistes, ou en tout cas les logiques d'échange. Et la proximité demeure malgré la disparition des conseils départementaux. Ajaccio, ce n'est pas si loin de Bastia. La Corse fait 180 km de long. Oui. Cette proximité ne va pas disparaître. Non, vous avez raison. On ne risque pas d'avoir une reproduction du système à Ajaccio. Et juste une précision en complétant la question de Patrick. On a vu par exemple sur ces listes électorales encore, les différentes listes, il n'y en a pas beaucoup, mais un nombre de maires quand même assez important. Non mais ça, je veux pas dire que tout d'un coup le système sera totalement révolutionné. C'est évident que c'est logique, effectivement, d'une certaine manière, c'est aussi un peu normal qu'un élu local cherche à avoir des ressources de développement pour sa commune ou autre. Il est aussi humain, naturel, de s'entourer des siens et de faire plaisir aussi. Bien sûr. Mais moi, je pense quand même qu'une collectivité unique, ça va transformer quand même de façon très très importante les systèmes de relations entre les élus locaux et par là même les circuits d'accès aux ressources. Parce que ça instaure une forme de centralisme. Parce que peut-être que les logiques administratives vont se développer, les logiques de contrôle dont vous parliez tout à l'heure vont aussi se développer. Enfin, je pense qu'il y a quand même alors personne ne peut dire ce que l'avenir sera, mais en tout cas, on peut penser quand même qu'il y aura des reconfigurations très très importantes des réseaux de pouvoir. Donc ce ne sont pas les hommes qui créent le système ? Si l'on suit votre raisonnement. Parce que demain, cette collectivité unique, on ne sait pas entre quelles mains elle va tomber. Non, alors vous n'avez pas tort. Il peut y avoir un retour de la classe politique traditionnelle dans quelques années. Vous avez raison. Une institution n'est jamais rien d'autre que ce que les gens qui l'habitent la font être. Il n'empêche qu'on peut penser qu'il y a quand même des logiques institutionnelles. Alors après, là, vous avez raison de dire ces logiques institutionnelles peuvent être très bien totalement redéfinies Regardez comment en 82, pour revenir à l'histoire, le statut particulier est pensé comme un instrument de modernisation, de transformation radicale de l'action publique locale en Corse, même de la vie politique corse, et comment, d'une certaine manière, c'est ensuite réutilisé par le système politique classique qui va utiliser la région de la même manière qu'utiliser les conseils généraux dans le système de pouvoir dont on a un petit peu parlé. Donc vous avez raison de dire qu'il y a un risque, mais il y a aussi des potentialités certainement de transformation du système politique inscrit dans les institutions. C'est pas pour ça qu'elles seront réalisées. On pourrait faire une lecture à peu près similaire aussi sur l'emploi du plan exceptionnel d'investissement et de l'utilisation qui en a été faite. Et il y a une chose aussi qui ne change pas, c'est la relation à l'État. Celle-ci, elle ne change pas, quel que soit le tenant de la collectivité à venir.
Sauf qu'on peut penser quand même que de plus en plus, les canaux de gestion des ressources sont de plus en plus localisés encore. C'est-à-dire quand même une des évolutions liées à la au mouvement général de décentralisation depuis les années 80, c'est le fait que de plus en plus, la gestion des ressources, la distribution des ressources, elle se fait par les acteurs locaux au sein d'institutions locales. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de négociation et de relation avec l'État, bien sûr, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de capacités autonomes de contrôle par les acteurs politiques locaux. On arrive en fin d'émission. Juste une dernière question. Est-ce que vous diriez désormais que la Corse a accédé à une forme de normalité politique, comme partout ailleurs en France, avec des partis, un débat d'idées, on le voit encore avec cette élection, et puis un système électoral qui finalement n'est plus contesté par personne. La Corse redevient normale? Alors, une normalité, certes, et en même temps, une particularité dans le sens où en Corse, c'est le mouvement nationaliste, et donc c'est le répertoire, disons, à la fois régionaliste, nationaliste, et, qui est quand même le répertoire autour duquel se structure le combat politique, ce qui est effectivement quand même très particulier par rapport à beaucoup d'autres régions françaises. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cet effondrement du système ? C'est-à-dire en libérant l'information, la transparence. Les réseaux sociaux dans ce sens-là. Oui, au même titre, je pense que beaucoup d'autres formes de modernisation de l'expression publique et de la vie politique. Y compris des médias. Voilà. Oui, les médias, certainement. Ouais. Eh bien, Jean-Louis Briquet, merci beaucoup de nous avoir vous. enseigné sur ce fameux système politique qui a fait les beaux jours des chroniqueurs et des commentateurs politiques, un peu moins ceux de la Corse quand même. Roger, Patrick, merci à vous également. La semaine prochaine et la semaine suivante, pas de contraste, élection oblige. On se retrouve donc le 17 décembre. Giusto non sarà Nadal. Intanto, buona settimana, buonasera a tutti.